Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast consacré au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau et je suis très heureux d'accueillir ma grande amie et druidesse Joël. Bonjour Joël. Coucou Christophe, coucou tout le monde, je suis super contente d'être là. Ouais, ça fait toujours plaisir de se retrouver et on se retrouve dans cette série de 4 épisodes, donc c'est le 3e, consacré aux fêtes, aux fêtes druidiques, mais alors pas toutes les fêtes druidiques, les fêtes en dehors du cycle lunaire et solaire. Et on va parler aujourd'hui d'Halloween, de la Toussaint, de Samhain. De ces mille et une Et enfin, prononciations. je suis sûrement pas la bonne d'ailleurs. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joël Chotan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme Éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Et je voudrais commencer par peut-être une première précision. C'est une fête ou c'est une double fête? Oui, en effet, c'est une bonne précision. C'est une double fête, en tout cas dans le druidisme tel qu'on le pratique nous. Parce qu'en fait, il y a plein de druidismes différents de nouveau, vu qu'il n'y a pas d'écrit du druidisme vraiment. Toute la transmission a été faite de manière orale. Donc, il y a plein de druidismes différents. Comme si vous allez dans des cérémonies, vous pourrez voir plein de cérémonies druidiques différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus ouvertes que d'autres. Il y en a qui vont être très protocolaires, d'autres beaucoup moins. Dans le druidisme tel que nous, on le pratique, dans la voie qu'on suit ici, on considère qu'à Samhain, Samhain, dans ces mille et une prononciations, il y a deux fêtes. Parce qu'il y a en effet la fête du 31 octobre qui marque la fin d'un cycle et la fête du 1er novembre qui marque le début d'un nouveau cycle. C'est ça. C'est exceptionnel, c'est la seule fête qui a deux fêtes. Ouais. Et ce sont donc des fêtes qui sont à l'origine de deux fêtes très connues qu'on fête maintenant, donc la fameuse Toussaint, la fête des morts, pour les occidentaux, chrétiens et autres religions autour du christianisme, et puis la fête païenne Halloween, qui elle nous vient d'Irlande, qui finalement est un peu la directe descendante de cette fête, où on fête aussi les morts finalement, parce que c'est le moment où le monde du visible et de l'invisible se rejoint un petit peu dans cette période où le voile entre les deux mondes est très très fin. Exactement, c'est ça le thème principal de cette fête, c'est qu'on est sur les fêtes qui représentent la séparation entre les mondes, entre le monde d'en haut, donc le monde des esprits, et le monde d'en bas, le monde de la matière. Il y a deux fêtes qui sont concernées par ce voile fin entre les mondes. Il y a Beltane, dont on a déjà parlé 2 épisodes avant, si vous voulez aller refaire un petit tour par là. Et Samhain, que je peux aussi parfois, vous allez m'entendre l'appeler Samhain ou la Sama, qui est aussi la fête où le voile est fin. Et ces deux fêtes, elles marquent justement cette traversée du monde invisible vers le monde visible et le monde visible qui traverse vers le monde invisible. C'est comme si le papier buvard un peu entre les deux devient très poreux et permet des transferts d'énergie d'un monde à l'autre. Donc des choses qui ne sont normalement pas visibles deviennent visibles, et des choses qui sont visibles dans le monde de la matière, on peut imaginer que tout d'un coup ils deviennent visibles dans l'autre monde. Donc ça peut aussi surprendre peut-être
tout le petit peuple de l'autre monde qui tout d'un coup peuvent nous voir apparaître dans leur monde à eux. Donc voilà. On s'imagine souvent que dans un sens, mais ça se passe dans les deux sens. Ouais. C'est vrai. Autant que. Enfin, on le dérange. C'est pas qu'ils nous dérangent, mais ils peuvent parfois nous faire un peu peur. Oui, ouais, ça peut être assez particulier quand on n'est pas prêt à tout d'un coup voir quelque chose apparaître. Donc voilà. Bon, là, on pense bien sûr aux esprits qui apparaissent, mais il n'y a pas que ce genre de choses dont on va pouvoir profiter en fait pendant ces portes-là, donc pendant ces moments de ces fêtes-là, parce que voilà, tout ce qui est intuition, communication avec le monde invisible, ceux qui font du tirage de cartes, de la recherche, des choses comme ça, tout est beaucoup plus affûté, c'est vraiment beaucoup plus simple d'avoir accès aux informations. Je sais plus si on l'a déjà dit ça, mais la question me vient là. Est-ce qu'on sait pourquoi les druides ont choisi le 1er novembre comme le premier jour de l'année? Oui, c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs théories sur le début de l'année druidique, mais comme dans le druidisme, on a vraiment cette habitude de commencer la journée avec la nuit. Donc la journée qui commence au moment du coucher du soleil, et ce cycle dure 24 heures, donc une nuit, un jour, ça c'est une journée. Et donc, il y a vraiment cette dimension où on va d'abord penser notre journée, aussi ensemencer notre journée dans le monde de l'esprit ou dans le monde des rêves, pour ensuite le vivre dans la matérialité. C'est une sagesse importante qui nous rappelle aussi qu'il est important de d'abord travailler sur la trame des choses avant d'aller dans l'action et de veiller à ça. Donc, à partir de là, ça semble assez logique que l'année commence avec l'hiver, où on va être sur du ralenti, sur de l'introspection, sur des moments à soi, sur prendre soin de la terre et de se dire comment est-ce que je vais pouvoir me poser avec tous ces matériaux que j'ai récoltés cette année, et ensuite aussi tirer des leçons de tout le cycle qui vient de se dérouler, les dernières récoltes de fruits et tout. On se rend compte un peu de comment ça s'est passé, et on se dit voilà comment de quoi je peux faire la nouvelle année, comment est-ce que je peux me poser avec ça, et puis redébuter à partir de ces enseignements-là, en prenant le temps de les digérer un peu. Voilà. Et après, on pourrait, de nouveau, comme la Celtie est immense et qu'il y a plein de sortes de druidisme différents, il y en a qui feront facilement commencer l'année au moment où le soleil réapparaît, donc au solstice d'hiver, Alban Artan, ou alors à Alban Eilir, qui est la fête du printemps, de l'équinoxe de printemps, avec l'équilibre qui revient vers ce qu'on appelle la saison claire, qui est le moment où l'équilibre jour-nuit retend en faveur du soleil. Donc voilà, il y a plein de moments dans l'année où potentiellement on aurait pu faire commencer l'année druidique. Et selon les calendriers, j'imagine que ça diffère de nouveau. Il n'y a pas de juste et de faux là-dedans. Il y a juste un positionnement qui, moi, me semble assez logique dans la pensée druidique, dans la façon de percevoir le monde, sur le fait de le placer au 1er novembre. Voilà. Ouais. Et... Oui, il y a une certaine logique à tout ça. Oui, puis c'est une fin de cycle. C'est là qu'on récolte les derniers fruits. On pourrait dire, on pourrait commencer à la saison sombre. La saison sombre, elle commence le 21 septembre avec l'équinoxe d'automne, quand l'équilibre entre le jour et la nuit est rompu de nouveau et bascule en faveur de la nuit. Donc, on pourrait imaginer logiquement que l'année, elle pourrait commencer au 21 septembre. Mais en fait, si vous observez le 21 septembre, on est encore en pleine récolte des fruits, des pommes, des poires. Tous les arbres fruitiers, ils n'ont encore pas fini de tout donner. Il reste encore un petit peu de raisin dans certaines vignes. Enfin, du coup, même on est des fois au tout début des vendanges. Disons, les fruits de l'année ne sont pas récoltés. Donc, logiquement, on ne va pas recommencer un nouveau cycle alors qu'on n'a pas fini de récolter tous les fruits de l'année. Et si vous faites un petit peu du jardin, vous vous rendez compte qu'à fin octobre, on arrive vraiment à la fin. Moi, voilà, comme je le disais aussi dans les autres épisodes, c'est que pour moi qui ai un énorme jardin et plein d'arbres fruitiers, je fais mes compotes, mes sirops, mes choses de garde pour l'hiver,
depuis que je fais ça, je me rends vraiment compte que finalement, cette période de mise en bocaux, de garde avec des fruits secs, des choses comme ça, elle prend vraiment du temps, elle s'étend sur plusieurs mois. Et c'est pas juste à l'automne et fini, en fait. C'est vraiment ce temps jusqu'au 1er novembre, il est vraiment important. Voilà. Ça paraît logique. Ouais, ça paraît logique. Et puis, c'est la pleine saison de. Enfin, c'est l'époque des citrouilles, donc on a encore des fruits ou des légumes. Je sais pas si c'est un fruit ou un légume, une citrouille d'ailleurs. Non, c'est un légume. C'est un fruit. C'est un fruit, oui, c'est un fruit. C'est une donc, c'est les question. derniers de l'année. Ouais, je sais pas, on vérifiera. Question ouverte. Ça fait partie des légumes fruits, en tout cas, dans les légumes. Quand on met les semences, en fait, tout ce qui est tomates, courgettes, fait partie des légumes fruits. Mais ouais, je dirais, c'est à la bonne question. Je pense que c'est dans la réponse. On vérifiera. Et pourquoi je disais ça? Oui, du coup, c'est un peu les derniers fruits qu'on cueille ou qu'on récolte avant l'hiver, finalement. Après, il n'y a plus rien qui sort de terre. Donc, ça fait du sens. Et puis, c'est pour ça qu'on les utilise pour le folklore d'Halloween. Pas que, en fait, à la base, c'était les navets. À la toute base. Ouais, en fait, chez nous, les citrouilles, elles poussaient pas en Europe. Elles sont venues des États-Unis, mais c'était un légume-fruit qu'on n'avait pas en Europe. Et c'est avec le déplacement des populations qui avaient cette culture païenne en Europe. Quand vraiment il y avait vraiment une grosse période de famine et de manque d'emploi en Europe, eh bien, il y avait cette découverte des États-Unis où ils disaient « Venez, nous, on a besoin de monde, on est en train de développer le pays, venez chez nous, il y a du travail, vous allez avoir une maison, vous allez pouvoir être riche ». Et donc, du coup, il y a eu énormément de mouvements de population d'Europe vers les États-Unis. Et tout le monde est allé avec cette culture. Et donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont bien sûr continué de faire leur rite dans la culture là-bas, mais avec ce qu'ils avaient sous la main. Et en fait, les courges, c'était des aliments qu'on trouvait là-bas. Et ça a remplacé les navets qui étaient utilisés traditionnellement en Europe pour la fameuse lumière dans le navet, parce qu'en fait, à la base, ça vient d'un conte irlandais qui s'appelle Jack O'Lantern, qui est un conte où, en fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui a été tellement méchant dans sa vie qu'il n'était ni le bienvenu en enfer, ni le bienvenu au paradis quand il est mort. Il s'est retrouvé à errer sur terre pour pouvoir faire pénitence. Et en fait, voilà, le diable ne voulant pas de lui, le Seigneur ne voulant pas de lui, et du coup, il a erré sur terre avec pour seule lumière une petite braise de l'enfer qu'il avait reçue du diable pour l'éclairer sur terre, qui brûlait, il l'a mis dans un navet. Et donc, du coup, il se baladait avec cette lanterne pour pouvoir être accueilli quelque part, et son grand dame, c'est d'être accueilli nulle part. Et donc, ça représente un peu ses ancêtres, à qui on souhaite un joli chemin et puis un bon voyage jusqu'au paradis. Et il y en a certains qui sont, entre guillemets, accueillis nulle part. En tout cas, c'est son problème à lui. Et après, il peut s'en prendre qu'à lui. Il n'a pas été cool sur Terre. Pour que même le diable n'en veuille pas, c'est que c'était vraiment pas sympa. Et donc, il errait sur Terre. Et puis, la légende, elle dit que la nuit d'Halloween... Donc ça aussi, je vais vous l'expliquer après d'où vient Halloween. Cette nuit-là, en fait, il va toquer aux portes. Il faut surtout pas lui ouvrir parce que il va mettre la gabegie dans les demeures, puis semer la zizanie, parce que s'il se sent le bienvenu, il va refaire tous les malheurs qu'il avait fait sur Terre. Donc en gros, il faut l'accueillir nulle part. C'est ça l'histoire. Et en fait, au début, c'était en lien avec ce conte, et c'est parti aux États-Unis et c'est revenu chez nous, transformé avec les citrouilles. Voilà, petite histoire. Merci.
Si. Alors, je savais pas l'histoire des navets, tiens, je me rappelais Mmh. plus. Je Mmh. sais pas si tu me l'avais déjà dit, mais j'avais oublié en tout cas. Ouais, c'est pas quelque chose, qui est, voilà, très, très connu. Mmh Comme mh. quoi. Du coup, qu'est-ce que alors on connaît la tradition Halloween, alors qui du coup nous vient est revenue par les États-Unis du trick or treating, c'est-à-dire d'aller frapper à la porte des gens pour, aller réclamer des Oui, bonbons, oui. et cetera. Et puis donc cette tradition de comment dire? De décorer les maisons avec des choses, voilà, des sorcières, des toiles d'araignée, et cetera. Tu le fais ça toi déjà? Enfin, en tant que druidesse, tu fais ce genre de Ouais, choses? je suis druidesse, mais j'ai des enfants C'est qui ça? ont une influence Ah à du l'école avec, ben, voilà, tout ce qu'elles se réjouissent pour elles, c'est leur fête préférée et donc elles ont hyper, hâte chaque année de faire leur déguisement, d'aller sonner aux portes et tout mais par contre, il y a des petites, variations. C'est que, ben, moi, j'aime bien leur donner, un petit biscuit parce qu'en fait, traditionnellement, à Halloween, donc de nouveau, hein, ça a été amené là-bas, donc ça vient du terme All Hallows Eve qui veut dire la veille de la Toussaint en anglais et donc Mmh, Halloween, ça vient de ça, de All Hallows Eve. Pas OK. Hallows, je sais pas, peut-être que je le prononce pas très bien, voilà. Donc c'est le terme qui parle de la Toussaint et de la fête des morts, qui est une fête chrétienne à la base, mais qui a une base païenne. Donc voilà, c'est un peu de nouveau, c'est ces mondes chrétiens et païens qui ont cherché à communier à un certain moment donné pour heurter aucune âme, de se dire: «On met les fêtes au même moment, de toute façon, c'est le même berceau à la base, donc on a nos fêtes en même temps et puis, ben, on va les faire ensemble». Donc en fait, Halloween est une fête païenne, la Toussaint est une fête chrétienne, Halloween est une fête païenne commercialisée. Donc voilà, le vrai, nom de cette fête païenne, c'est Samhain et donc et C'est ça, donc oui. du coup, cette, fête, ben oui, elle célèbre les esprits et l'idée c'est, de faire peur, aux mauvais esprits en s'habillant, en faisant peur, en cherchant à faire fuir. Donc on va mettre des bruits qui font peur, on va, se déguiser pour faire peur aux mauvais esprits. Hem, on va faire croire qu'on est des mauvais esprits aussi parce que c'est aussi une nuit des gags. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui est mélangé là-dedans et comme le voile entre le monde des vivants et le monde des esprits est fin, et ben, il y a aussi beaucoup de transferts d'esprits de la nature et donc voilà, il y a aussi tout le petit peuple qui place plus facilement dans la maison, qui vient faire des farces et donc voilà, ce des bonbons ou un sort, ça vient un petit peu de là, cette dimension en fait d'offrir quelque chose pour ne pas être, atteint par un sort ou par quelque chose de négatif. Mais la tradition à la base d'aller sonner aux portes et d'offrir enfin de demander quelque chose, c'était pas vraiment ça, c'était plutôt d'offrir quelque chose. C'était d'offrir des Mmh. biscuits qui s'appellent soul cakes, c'est des biscuits d'âme, qui sont des espèces de sablés, ça ressemble à des shortbread, avec une croix, dessinée dessus. Si vous allez sur internet et vous écrivez soul cakes, donc biscuits d'âme, les âmes, hein, donc et c'est, ces sablés, ils sont délicieux. En fait, ils représentent la roue, de l'année avec les 4 fêtes agricoles dont on parle là en ce moment. Donc Imbolc, Beltane, Lughnasadh et Samhain et en fait, ces 4 fêtes, elles sont représentées par la croix tracée sur le biscuit et ça souhaite un bon nouveau cycle et une bonne clôture de cycle à ceux à qui on les offre. Donc en fait, on allait facilement aller sonner chez les voisins, souhaiter des choses, faire des bénédictions et puis offrir, ces gâteaux. Donc voilà, il y a en tout cas traditionnellement la fête d'aller sonner, d'aller voir les voisins, de rencontrer les voisins, mais pas, d'aller demander des bonbons en tout cas. C'est pas dans le Mmh. même sens. Mmh. Voilà. En tout cas, c'est une fête, alors, en Europe, elle est venue assez tard, hein, finalement, parce que
Je pense que ça doit être dans le début des années Oui, 2000 mais quand ou j'étais petite, moi je suis de jeune. 81. Quand j'étais petite, j'avais pas, il y Fêtez avait pas ça. pas Halloween, non. C'est avec mon frère. Mon frère, il est de 93 et lui, il fêtait Halloween déjà. Mais c'est D'accord. vrai que nous, non, on fêtait pas, on n'avait pas du tout ça. C'est venu gentiment. Je me souviens un peu quand j'en ai entendu parler la première fois. Mais ouais, c'est pas venu, c'est plus assez récent, disons. Mm. Oui, alors ce côté, alors bon, voilà, ça nous vient des Américains. Alors moi, j'ai vécu aux États-Unis dans les années 90, donc Mhm. 90 pour vos amis suisses. Et donc j'ai eu la chance de fêter Halloween avant que ça arrive ici. Et c'était très surprenant parce que c'était vraiment la grosse fête, hein. Il y avait la soirée déguisée où on était invités, etc. Puis il y avait aussi toutes ces. Je me rappelle que je vivais au Texas et ils aménageaient dans des champs, après avoir coupé les maïs, ils aménageaient des parcs, comment on dit, sur une durée très courte, quoi, juste pour la période d'Halloween, où il y avait les maisons hantées, Ah il y ouais. avait voilà, des trucs à l'américaine, un faux cimetière, vraiment tout très bien fait. Puis t'allais la nuit te garer dans un champ complètement paumé au milieu du Texas, puis t'allais dans ce parc passer la soirée. T'avais les attractions qu'on peut avoir dans des foires ou des choses comme ça, plus d'autres animations. Ouais, c'était très drôle. Mais c'était éphémère, c'était un parc éphémère, donc ils faisaient ça juste pour la soirée Mhm. d'Halloween, pour 2-3 jours. Mais c'était vraiment ouais, à l'américaine, c'est-à-dire c'est des enfants, quoi. C'était très, très, très. On jouait, Mhm. on jouait. Et ça n'existait pas du tout en Europe, donc pour le petit français que j'étais à l'époque, c'était très bizarre. Et c'est marrant, quand je suis revenu, Halloween a suivi comme Ah, si. c'est toi C'est qui pas nous comme l'as si moi, amené. c'était pas moi qui l'a amené, non, je suis pas responsable du tout. Mais je trouvais ça rigolo que cette fête Mm. arrive. J'ai toujours dit, bon, ça viendra jamais chez nous, ça prendra pas, les gens, ça les intéresse pas. Il y a la Toussaint le lendemain, c'est une fête plutôt triste, grave. On va célébrer les morts, on va mettre des chrysanthèmes au cimetière. Enfin, ça peut pas venir chez nous, c'est pas possible, c'est pas dans notre mentalité. Eh ben, si, quand même, on est arrivé, plus ou moins. C'est dans notre mentalité de base. Oui, c'est clair que ça, voilà. Mais après, ben voilà, la fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints le 1er novembre et la fête des morts le 2 novembre. C'est vraiment l'idée de souhaiter en fait à tous les saints, ben voilà, la bienvenue aussi sur Terre, de faire le lien avec le monde de la matière, le monde des esprits, puis aussi de s'occuper de nos morts qui sont dans ce monde-là. Donc il y a aussi ce lien-là avec une forme magique et pas que le côté lourd de la Toussaint, disons. Finalement, on retient peut-être la célébration des morts, mais il y a aussi la célébration de tous les saints ce jour-là. Donc, ouais, c'est clair que ben, les choses ont beaucoup évolué, disons, voilà. Mais nous, dans le druidisme, on a Oui. vraiment des rites particuliers cette nuit-là. Typiquement, on va chercher à rester éveillé pendant toute la nuit pour être conscient de ce passage de la mort à la vie. Donc nous, on célèbre pas le 1 et le 2 comme pour les chrétiens, mais plutôt le 31 et le 1. Donc le 31, c'est le dernier jour de notre cycle. Et là, on va chercher à clôturer des choses, à voir qu'est-ce qu'on aimerait terminer, à vraiment arrêter des choses à l'intérieur de nous et de nous dire, bah ça, voilà, ça appartient au chapitre d'avant. Je clôt ce chapitre. Et puis pendant la nuit, ben, on va sentir cette bascule qui se fait, cette renaissance, pour aller vers le renouveau, le 1. Et le 1, généralement, ben, on va poser des intentions pour le cycle entier, pour l'année. Donc moi, je les note dans un cahier pour pouvoir m'en souvenir et puis travailler dessus pendant l'année. Et puis ensuite, après, ben, on va aller faire des rituels de purification. Nous, on va généralement au lac, même si elle est froide, un 1er novembre, vous pouvez bien vous imaginer. Mais on a un petit peu cette culture des bains froids, en tout cas qui revient en Suisse un peu à la mode, je crois partout aussi ailleurs. On n'a Ouais. plus trop peur de se baigner dans l'eau froide. Il y a 10 ans en arrière, c'était encore réservé à quelques fous. Mais il y a eu la méthode Wim Hof qui est venue mettre son grain de sel là-dedans. Et puis maintenant, c'est un peu la mode d'aller faire des bains froids. Et puis nous, on aime bien ça. Donc, ben, en fait, on fait un feu au bord du lac. On se baigne pour comme une sorte de renouveau, de bain purificateur, pour faire aussi le rituel d'une naissance, sortir de l'eau de la mer comme ça. Puis en fait, en sortant, on aura préparé un feu de bois
au bord duquel on aura fait chauffer un petit bol. Moi, j'utilise un bol tibétain parce que ça a une super belle énergie, c'est mélange des 7 métaux, dans lequel je mets une huile que j'aurais préparée avec des mélanges de plantes, des choses comme ça dedans. Et puis quand on sort de l'eau du lac qui est toute froide, eh ben, on arrive vers cette huile bonne chaude et puis on se réchauffe autour du feu, on discute, on partage ce qu'on se souhaite plein de belles choses aussi entre nous. Parfois on joue du tambour, on chante et puis on va se mettre cette huile partout sur le corps. Donc voilà, c'est au petit matin, vers à peu près 9-10 heures le matin, le 1, pardon, après avoir déjà fait les rites du 31. Donc ça, c'est un peu la façon dont nous, on va procéder pour vraiment marquer ce recommencement, en se souvenant qu'en fait, il n'y a pas non plus de fin. La rivière, elle coule tout le temps. Dans le druidisme, on associe la vie à une rivière, à un fleuve. Elle coule tout le temps. C'est pas que le 31, le fleuve s'arrête et le 1, il recommence à nouveau. C'est juste une continuité, mais pour pouvoir marquer une étape, c'est important d'imaginer qu'il y a une fin et un recommencement. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de recommencement, c'est juste la vie qui continue de s'écouler. Mais l'humain a besoin de rites, l'humain a besoin de jalons et de temps d'arrêt. Sinon, voilà, on va vers une société qui peut même être malade psychiquement si on ne lui donne pas ces temps d'arrêt. On a besoin de ces temps de rites. Et là, typiquement, cette fête-là de la mort et de la vie, elle est essentielle. Je suis en train d'avoir chaud. J'ai fait un feu tellement fort juste à côté de moi. J'ai chaud. C'est les feux de Samhain. Alors là, Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on enregistre, on est le 17 mars. Et il fait froid. Et il fait froid de canard. On a eu la neige dimanche. Ouais. C'est juste, c'était dimanche. Donc hier, du coup, on a eu la neige hier dans toute la région Suisse et France voisine. Donc, et on se pèle. Ouais, il fait vraiment froid. Donc pour ceux, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de neige un peu partout, même en France. Là, ça a été très bizarre. Ouais, puis c'est assez traître parce qu'en fait, on se croit. Enfin, nous, on est déjà dans l'énergie du printemps depuis Imbolc, dans le druidisme. Et puis, voilà, avec toutes les petites fleurs et tout, moi, j'ai tendance à ressortir en pull. Donc, là, j'ai plus le réflexe de m'habiller comme il faut. Et du coup, je suis tout le temps pas assez habillée, tout le temps froid. Donc là, le feu, il envoie bien. Quand j'aurai la moitié du visage rouge et puis l'autre moitié claire, tu me dis. Écoute, ça va. On voit pas trop le coup de soleil. Le côté qui arrive pour le moment. Et qu'est-ce que donc pour ceux qui ne le savent pas encore, donc tu as créé une école qui s'appelle Oriane, et tu organises avec ton chéri pas mal beaucoup de cérémonies ou de retrouvailles, d'agapes et autres moments festifs. Donc pour cette période-là, il se passe quoi au niveau de l'école? Alors moi, c'est un grand moment de clôture, donc on essaie généralement de placer un cours pendant cette période-là qui est vraiment basé sur des transmissions assez importantes. Cette année, il y aura une formation de druidisme vraiment pure et dure, parce qu'il y a plein de degrés de transmission dans l'école. Il y a des degrés qui sont associés à des pratiques dans des arts druidiques, donc par exemple la sylvothérapie ou d'autres choses où on pratique le druidisme à travers un art. Pour nous, c'est important de le rendre très pratique, le druidisme, que les gens puissent se l'approprier et puis en faire quelque chose et pas juste le garder dans leur tête. Mais par contre, autour de la fête de Samhain, généralement, là, on est sur des pratiques qui sont justement un petit peu plus dans de la réflexion et un petit peu plus poussées et pas associées à un art précis, mais plus l'art d'être. Et donc, du coup, on a ce genre de formation pendant ces périodes-là. Toujours, on essaie de placer ça. Et puis, il y a un rituel le 31 octobre au soir, ici à Baule, parfois ailleurs, mais généralement à Baule, pour pouvoir ritualiser ce moment-là de l'année. On fait un grand feu et puis voilà, on va
On va célébrer aussi nos ancêtres, toutes les personnes qui font qu'on est là aujourd'hui. On va avoir et on va les inviter à venir nous rejoindre et recréer une grande communauté avec toutes les personnes qui nous ont précédés, nous-mêmes qui les représentons dans la matière physique là maintenant. Donc ça fait qu'il y a pas mal de monde. Si chacun débarque avec ses 7 lignées, donc plus ou moins 129 personnes concernées, ça fait du monde. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Mmh. Bon, il y a de l'espace. Il y a l'espace, ouais, il y a l'espace. Puis bon, dans l'autre monde, c'est pas le même espace que chez nous. Bon. C'est pas la même dimension. Mmh. Mais c'est des rituels sympas, ouais, c'est un des grands rituels de l'année. Après, bah, je dois jongler avec les filles qui veulent aller chercher des bonbons. Oui. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est juste à la tombée de Oui, la non, nuit, je les envoie généralement avec quelqu'un d'autre, je vous avoue, parce que j'ai besoin de me concentrer sur mon rite. Donc, c'est toujours aussi de faire la part des choses. C'est de pas les interdire, de faire quelque chose qui a du sens pour elles. Et puis aussi au niveau social, c'est quelque chose qu'elles aiment avec leurs amis. Et puis, moi, ça n'a pas le même sens pour moi. Mais par contre, ma priorité, c'est de prendre soin de ma communauté. Et donc, et de moi-même. Et donc, je choisis plutôt de me concentrer sur nos rites. Après, elles viennent à nos rythmes ensuite, après être allées chercher les bonbons. Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il faut, alors peut-être, je ne sais pas pour cette cérémonie-là en particulier, mais est-ce qu'il faut être déjà formé, avoir participé, ou on peut venir participer facilement à une cérémonie? Ça dépend des loges, enfin ce qu'on appelle les loges ou les clairières ou les écoles. Ça dépend vraiment en fait pour chaque lieu. Donc là, si ça vous intéresse de vivre une cérémonie druidique, il vous faut vous renseigner avec le nom le plus commun qu'on donne, c'est clairière, avec la clairière qui est la plus proche de chez vous. Voilà. En tout cas, chez nous, tout le monde est toujours le bienvenu. Mais j'ai eu connaissance de quelques clairières où il faut aller à un rendez-vous, discuter avec la personne, se présenter, expliquer les motivations. Et ensuite, il y a aussi des habits qu'il ne faut pas porter dans une clairière. De manière générale, on devrait éviter de porter du métal. Donc porter que des habits faits de matériaux naturels et du bois, mais pas de métal dans les clairières. Donc si jamais une fois vous voulez aller et essayer d'éviter les choses qu'on ne devrait pas porter, sachez juste que ça c'est quelque chose qui est souvent demandé. Donc habits en matériaux naturels, pas de métal, donc typiquement pas ce type de bijoux. Mais c'est pas chez nous, hein, mais dans les clairières de manière générale si vous allez quelque part. Ouais. Et puis aussi éviter de porter du blanc, du bleu, du vert. Parce que c'est les couleurs réservées à certains rangs druidiques dans les écoles. Le bleu est réservé aux bardes, le vert est réservé aux ovates et le blanc est réservé aux druides. Donc vous pouvez porter n'importe quelle autre couleur, mais pas celle-là. Et il y a certaines voies qui sont aussi des voies où ils portent du rouge. Donc, du coup, il faudrait aussi éviter de porter du rouge. La voie rouge, c'est encore une 4e voie. Mais voilà, c'est de nouveau, ça dépend vraiment de chaque clairière. Et le mieux, c'est de poser des questions. Voilà. C'est un peu particulier. Je pense que c'est des vieux rites qui en demandent encore ça. Voilà. En tout cas, il y a eu les questions des lunettes qui sont venues, mais bon, les branches des lunettes en métal sont-elles permises? Et puis les clips des bretelles, parce que autrefois ils portaient souvent des bretelles, les hommes. Les clips des bretelles, c'était en métal, donc du coup, il faut enlever les bretelles. Enfin, du coup, il y a eu plein d'histoires comme ça. Le mieux, c'est de se renseigner. Mais nous, vraiment, de nouveau, on est une clairière qui est très ouverte parce que notre rôle, en fait, c'est vraiment de faire connaître le druidisme au sens large, mais tout en gardant vraiment sa dimension sacrée. Donc, ça ne veut pas dire, parce qu'on est très ouvert, qu'en fait, on ne respecte pas le rite et la tradition et qu'on ne va pas aller dans du sérieux dans la dimension sacrée, parce que pour moi, la dimension sacrée et le sérieux dans le rite, il est très important. Mais j'ai pas besoin d'une structure rigide pour pouvoir faire mon rite.
Donc voilà, c'est un petit peu tout ça avec lequel, chacun jongle et chacun se sent à l'aise. Si vous venez dans nos rites à nous, c'est toujours assez joyeux. On se marre, les gens peuvent partager parce que pour moi, en fait, la vie, c'est la joie et il y a pas besoin d'être austère avec le visage comme ça tout fermé pour faire un rite. Au contraire, on voit que, ben, même les plus grands sages, ils sont généralement un peu foufous et joyeux, et donc du coup, moi je m'inspire souvent. Tu sais, bon, mon cher Padawan, on s'inspire de Yoda. Yoda, c'est un personnage fabuleux parce qu'il est tellement coquin comme ça, mystérieux et plein de force, mais en même temps, on voit la malice dans son regard. Et Oui, pour oui. moi, c'est ça, en fait, l'inspiration dans le rite. C'est vraiment d'amener cette joie de la vie, d'être ensemble, cette joie de la communauté, puis que les gens, quand ils repartent, en fait, ils repartent avec un moment joyeux, puis pas un moment où ils ont dû faire silence et tout fermer pendant 1 heure, quoi. Voilà. Mais ça dépend des clairières. Oui. Bon, en tout cas, moi, pour participer aux tiennes, c'est toujours des très bons moments. Il y a toujours un petit moment un peu solennel, c'est vrai, mais qui ne dure pas forcément très longtemps. Mais c'est toujours des moments très beaucoup de communion. Et c'est ça qui est important. Est-ce qu'on aurait une jolie triade d'Halloween ou de Samhain? Oui, on a une jolie triade, je vais te la trouver. Donc, 3 enseignements de Samhain. Écouter les murmures des ancêtres. Accepter la fin comme un nouveau commencement. Et embrasser l'ombre pour révéler la lumière. Oula. Oula, là, on est bien. Là. Tu peux. Je la redis. Il y a 3 choses très Oui, c'est importantes. très En important. fait, C'est les 3 choses très importantes de Samhain. 3 enseignements de Samhain. Écouter les murmures des ancêtres. Ça, c'est très important dans le druidisme. On ne peut pas prétendre au druidisme si on se dit, moi, mes parents, j'ai plus envie d'en entendre parler, je suis libre, je fais ma vie, l'histoire avant moi, ma foi, qu'ils aillent se faire cuire un œuf, on peut pas en fait, parce qu'on est énergétiquement lié à eux. Et même si on parle d'enfants adoptés et tout ça, c'est juste considérer qu'on fait partie d'une lignée. Et puis, dans le contrat d'adoption, en plus, il y a des mélanges ensuite après qui se font avec les parents adoptifs. Enfin voilà, ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais on fait partie d'une lignée. Génétiquement, on représente nos ancêtres sur Terre et ça a autant de poids que notre âme. Donc, du coup, voilà, écouter le murmure des ancêtres, ça, c'est essentiel. Accepter la fin comme un nouveau commencement. De nouveau, c'est cette histoire de rivière qui coule, que dans l'absolu, il n'y a pas de fin. Tout est un éternel commencement. Et embrasser l'ombre pour révéler la lumière. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très essentiel dans le druidisme, qu'on retrouve chez Jung d'ailleurs, qui est le fait de descendre dans les ombres pour se révéler à soi-même. Parce que les ombres, c'est vraiment ce qui fait notre fondation, notre force. Ça n'a pas du tout de connotation négative. C'est vraiment la part la plus profonde en nous. Et c'est ce qu'on est au fond de nos tripes, en fait. Et c'est important de nous redonner accès à ça et l'autorisation d'y aller, surtout parce que souvent dans notre enfance, on n'a pas trop envie. Quand les enfants, ils vont un peu visiter leur force comme ça, leur dire, ben voilà, vas-y, va voir ce qu'il y a là-dedans, en fait. Donc, embrasser l'ombre pour révéler la lumière, bah ça, c'est aussi accepter l'hiver qui arrive, ce moment où il va y avoir de plus en plus de nuits, pour ensuite, au printemps, c'est émerger de cette nuit. On voit vraiment aussi à Imbolc avec ça on en parlera la prochaine fois, mais la symbolique du ventre de la mer. Et à partir de Samhain, on entre dans le ventre de la mer. On va entrer dans 3 mois où on va être en mise en terre. Donc, il faut s'imaginer qu'en fait, on va être dans une grotte pendant 3 mois jusqu'à Imbolc. Et à Imbolc, on a toujours l'image qu'il y a une petite perce-neige qui perce le nombril et qui éclot à ce moment-là, et qui choisit le bon moment pour naître. Ça, c'est la fête d'Imbolc. Mais voilà, Samhain, c'est vraiment cette fête où on va dans l'ombre et on accepte de se laisser bercer par la nuit pour 3 mois. C'est pas toujours confortable, hein. C'est là qu'il y a en plus, chez nous, il y a plein de brouillard.
Et Ouais, ouais, c'est un moment un peu où on sait que, voilà, on va passer du temps, dans la nuit et c'est comme ça. Mmh. exactement. Mais c'est une très belle triade en tout cas, je la trouve Merci. magnifique, pleine de philosophie. Euh, ça me rappelle cette histoire d'ombre et de lumière aussi de la philosophie japonaise où on dit que c'est à travers les fêlures qu'on voit la lumière Oui, passer. exact. Oui. Que si on est trop lisse, c'est-à-dire qu'on n'a pas. L'idée, c'est pas d'avoir des blessures, mais c'est d'aller les explorer justement, ces blessures, et de les laisser passer la lumière à travers les petites fissures. Bah, Donc, ouais, c'est c'est très très cet joli. art aussi japonais de refaire des pots cassés, hein, c'est ça, ils mettent de l'or dans les brisures, non? Avec de l'or, ouais. Mm. Donc oui, cet art japonais qui se nomme kintsugi, qui est l'art de réparer les objets cassés avec de Mm. l'or. Donc c'est de le rendre encore plus, enfin de redonner plus de valeur à l'objet après qu'il ait été cassé et réparé. Et je trouve joli comme image parce que encore une fois, je trouve que les Japonais ça va bien avec les druides. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc Mhm. qui me parle beaucoup. C'est toujours très euh, ce mélange de traditions c'est très poétique et en même temps c'est voilà, c'est très Ouais, philosophique aussi. Donc c'est un peu je la même trouve le idée. shintoïsme et le druidisme sont très proches. Très, très proches. Ouais, Mhm. c'est très, très Mhm. proche, en effet. C'est sûrement pour ça que les 2 me parlent beaucoup. Heu, Peut-être pas j'ai que pour j'ai un ça, peu hein. j'ai Tu la tête à ça, tu sais? Le fameux truc, j'ai pas encore on les exploré. reconnaît depuis, depuis leur plus jeune âge. Je sais pas quelle tête tu avais dans ton plus jeune âge, mais en tout cas là, maintenant, disons que tu passes plus pour un druide que moi. Moi, on m'appelle plutôt la fée ou l'elfe. Ouais, toi, tu une C'est bonne une tête bonne d'elfe tête quand même. d'elfe. Je pense qu'il me manque juste les oreilles, En plus, là, je suis en train de triangulaires prendre des couleurs avec le feu de bois. et là, on commence à voir les petites rougeurs. Je suis en train de crier. Ouais, on va sortir tout droit d'un film du Seigneur des Oui, Anneaux, un ça va peu, très bien. ma grande fan d'Oriel. Mmh. Hem, est-ce qu'on a autre chose à partager au sujet de nos fêtes, de Non, Samhain? si ce n'est de, ben, voilà, d'accepter vraiment de prendre, cette fête, ben, pour quelque chose de plus profond que la fête commerciale d'Halloween. Parce que c'est toujours dommage, de dire: «Ah, elles m'énervent ces fêtes commerciales, je fais plus». Parce que en fait, derrière la fête commerciale, il y a quand même un rite à célébrer et à honorer qui est, bah, le passage de la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Aussi au niveau de la nature, les arbres perdent leurs feuilles à ce moment-là. Moi, je note toujours et c'est autour entre le 1er et le 10 novembre qu'on a toutes les feuilles des arbres qui ont vert frouf et donc du coup, Ouais, ben, on voit bien que dans la nature, il y a un arrêt, entre guillemets et donc ça, c'est important de le célébrer donc dites-vous juste que mmh, Halloween, c'est une fête en effet telle qu'on la pratique commerciale, mais qui vient de la fête de la Toussaint, qui est une fête ancienne chrétienne qui n'a pas du tout tous ces chichis et ces plastiques et qui sont pas du tout bons pour la planète, on est d'accord. Et si vous pouvez vous éloigner de ça et vous dire: «Bah, je veux faire des petits biscuits, je vais offrir ces petits biscuits, ces soul cakes à mes proches», plutôt que d'aller leur, pécler des biscuits comme on dit chez nous, ça veut dire demander des biscuits, va aller pécler les biscuits. Et ben, des pécler comment on dit? Les les non, les bonbons. bonbons, c'est attends, non, en dialecte neuchâtelois, on dit les schleckeries, les schleckres. Tu as les Ah peckelés non, des là, non, non. schleckres, voilà. Ça, c'est du Bah, voilà, dialecte moi je suis pas neuchâtelois. bilingue. Tu as les peckelés, les schleckres. Donc de demander des bonbons et donc du coup, c'est voilà, de faire ça autrement plutôt que de s'offusquer, en fait. Puis de rester bloqué dans quelque Ouais, chose et de dire: «Ben, voilà, je vais faire un feu, à table, je vais inviter un de mes ancêtres». Nous, c'est l'occasion de parler des personnes que mes filles ont connues, mais qui sont décédées. Ben, leur grand-maman qui était très importante, qu'elles ont beaucoup connue et donc du coup, ben, on va l'inviter à table, enfin leur arrière-grand-mère et la grand-maman de ma petite aussi à qui elle était très attachée, le grand-papa de ma grande aussi. C'est l'occasion de les inviter à table et puis de proposer un moment ensemble, de se reconnecter avec leur énergie, puis de sentir que la vie, elle continue et il y a rien de négatif à ça
Et voilà, en fait, ils continuent d'exister dans l'autre monde et on les honore depuis ce monde-là et on profite de ce voile fin pour entretenir cette continuité, ce passage, cette transmission. Donc voilà, c'est vraiment les ancêtres, les esprits de la nature, faire du feu, considérer l'âme. Aussi, quand vous mettez une bougie dans la citrouille, c'est de se dire qu'on éclaire l'obscurité, qu'en fait, pour ce cher Jack-o'-lanterne, il n'est pas perdu, il a quand même une braise de l'enfer dans son navet. Donc en fait, il a quand même un bout de lumière dans son obscurité qui lui montre le chemin, symboliquement quand même, qui lui montre la voie. Et donc, du coup, ce feu qui éclaire notre transmission, enfin notre transition vers quelque chose aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça avec quoi on peut simplement faire quelque chose de beau. La soupe à la courge, c'est bon. Oui, de toute façon, on peut faire plein de trucs très bons avec les courges. Les fruits légumes. Ouais. Très bien. En tout cas, c'était encore une belle découverte d'une fête que tout le monde connaît, mais qu'on ne connaît pas forcément de par ses origines. Donc, je trouvais que c'est bien aussi de partager ça avec tout le monde. Je te remercie, Joël, à nouveau pour ta générosité. Et puis, on va souhaiter une belle semaine à nos auditeurs, auditrices, ou viewers, ou je ne sais pas comment on doit dire dans notre monde moderne, enfin, nos spectateurs, spectatrices, voilà. Puis on le retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour le dernier de la série de 4. Et en attendant, prenez soin de vous, évidemment. Oui, grand soin de vous. Et puis, du coup, à la semaine prochaine, on se réjouit. Bye bye.